Un risque d'incendie exceptionnel dans le massif des Morts, en Estérel, des massifs forestiers qui sont fermés. Vous n'étiez pas évidemment dans votre région puisque vous étiez au séminaire ce week-end. Est-ce que vous avez des nouvelles de Fréjus? Est-ce qu'il y a une information spéciale qui est donnée aux touristes sur place en ce moment? Oui, c'est vrai que les massifs forestiers sont interdits par arrêté préfectoral. C'est vrai que les comités communaux des feux de forêt assistent dans le cadre de patrouilles les pompiers pour faire le maximum et pour éviter les drames que nous avons vécus dans un certain nombre de cas récemment. Alors tout le monde est en alerte en quelque sorte. Donc dans les communes également, dans toute la préfecture du Var. On va parler maintenant du Front National. Le séminaire a eu lieu pendant 2 jours ce week-end. On a l'impression, en vous ayant écouté, on a écouté d'autres porte-paroles du parti ou d'autres figures du parti, dont Florent Philippot, que finalement, ça s'est passé dans une ambiance plutôt sereine, plutôt apaisée. On a presque l'impression que le Front National est l'un des uniques partis politiques à résister à la vague Macron, à ne pas avoir trop de problèmes à la suite de cette élection qui a quand même bouleversé le paysage politique. Bon, c'est pas parce qu'on s'est parlé sereinement qu'on ne s'est rien dit. Et je crois que on avait besoin de débriefer après ces grandes séquences électorales qui ont eu lieu, qui ont été majeures pour notre pays, qui ont conduit notre mouvement politique et Marine Le Pen en particulier à rassembler un nombre d'électeurs que nous n'avions jamais rassemblés par le passé. Donc nous avons franchi une étape supplémentaire et nous avons voulu étudier ensemble ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné et surtout quel était le grand projet de société que nous voulions proposer aux Français au moment où la cote de popularité du président de la République s'effrite considérablement et au moment, je crois, où les Français réalisent la réalité de sa politique. Vous avez raison, celle du chef de l'État bien sûr, avec les chiffres qui sont sortis ce week-end, celle de Marine Le Pen aussi. 28% d'opinion favorable selon la dernière vague du sondage IFOP pour Fiducial et Sud Radio. Ce n'est pas énorme pour quelqu'un qui est arrivé au second tour avec près de 11 millions de voix, ce qui était quand même un score énorme. Oh, c'est l'effet défaite à l'élection présidentielle. C'est évidemment jamais facile. On aurait préféré l'emporter, cela va de soi, et gagner en popularité. Aujourd'hui, on doit être concentré sur l'avenir. C'est ce qu'on a fait au moment de ce séminaire. On a regardé encore une fois quelles étaient. C'est toujours elle la figure du parti. Mais bien sûr, elle est notre dénominateur commun. Elle est celle qui nous rassemble. Elle est celle qui nous a amenés au second tour de cette présidentielle, qui a rassemblé 11 millions d'électeurs au second tour et qui doit permettre cette refondation, qui doit permettre et qui a la légitimité pour aller consulter les adhérents dans les prochains mois pour à faire avancer notre mouvement, le rendre plus performant, le rendre encore plus rassembleur. Alors justement, ce côté participatif avec vos adhérents, 96 000, c'est ça, qui seront consultés dans les prochaines semaines. C'est quoi? C'est une manière de leur refiler un petit peu la patate chaude, vous dire c'est vous qui allez décider de ce qui va se passer, parce que nous, entre chefs, des fois, avec des avis plutôt opposés, on n'y arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments quand même importants, le nom du parti, l'identité du parti, les grands thèmes de campagne, dont l'euro. Non, d'abord, il y a des positions qui nous ont rassemblés. On a réaffirmé au soir de ce séminaire de manière unanime notre attachement à la souveraineté de notre pays, notre attachement à la lutte contre cette Union européenne technocratique, fédérale. Donc sur ces thèmes-là, ce sont les thèmes sur lesquels vous êtes d'accord. Sur lesquels on est rassemblés, mais sur l'immense majorité des thèmes, nous sommes clairement rassemblés. Ce qui nous divise est beaucoup moins important, cela va de soi, si tant est qu'il y ait des éléments sérieux qui nous divisent. Pour autant, c'est important d'avoir de la respiration démocratique dans un mouvement politique. C'est important de savoir ce que pensent les adhérents. On a aussi parlé de notre mode de fonctionnement, nos organes internes, de la manière dont on veut former nos dirigeants, former nos élus, encadrer nos élus. Est-ce que c'est un bon calcul de s'adresser uniquement aux adhérents? Vous avez eu 10 600 000 voix au second tour sur la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Ces 96 000 adhérents, en fait, ce sont eux qui vont un petit peu sceller le sort de ce que sera le Front National, s'il s'appelle toujours le Front National, demain. Écoutez, c'est bien normal que ce soit les adhérents qui soient consultés, ceux qui sont membres de ce grand mouvement politique. Ils souhaiteront peut-être en changer le nom d'ailleurs, ils souhaiteront peut-être le voir prendre une forme, oui, plus rassembleuse, plus efficace dans son organisation. C'est eux qui sont légitimes en quelque sorte pour parler précisément de ce mouvement politique. Et ensuite, à nous d'aller convaincre les Français, plus grand nombre si possible, de la pertinence de notre projet. Puisqu'on est à l'heure des bilans, et c'est ce que vous avez évidemment évoqué ce week-end lors de ce grand débriefing et que vous avez été en charge de la campagne de Marine Le Pen, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Écoutez, nous avons essayé de voir cela dans notre organisation interne, dans les argumentaires que nous avons utilisés, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont fonctionné. Ne voyons pas le mal partout. Quand on rassemble 11 millions de Français, personne s'attendait à ce qu'on soit aussi fort. Dans ces 11 millions de Français, est-ce qu'il y a vraiment des sympathisants aux valeurs du Front National et à ce programme, ou est-ce qu'il y avait aussi des votes de protestation? Mais il y avait de tout, évidemment. Mais il y avait d'abord et avant tout l'adhésion au projet patriote que porte Marine. Et nous voulons faire gagner ces idées patriotes
compatriotes. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés aujourd'hui, parce que nous voyons bien que les solutions qui sont portées aujourd'hui par M. Macron sont strictement les mêmes que celles qui étaient portées par M. Hollande par le passé. On respecte les exigences de l'Union européenne en baissant les APL, on respecte les exigences de l'Union européenne en transformant l'ISF, en baissant l'ISF et en faisant l'ISI qui va frapper les commerçants, frapper les gens qui investissent un petit peu, en particulier dans l'immobilier, dans des investissements locatifs. Tout ça est catastrophique. On fait des économies sur le dos des collectivités territoriales, 13 milliards, alors qu'elles sont exsangues. On fait des économies sur le dos de la défense, alors qu'on a besoin de notre armée, 850 millions d'euros. Bon, voilà. Et ça, il faut s'opposer à ça. Ça va être notre boulot à l'Assemblée nationale. Parmi les avancées que vous souhaitez, c'est une meilleure implantation locale. Oui. Pour renforcer le parti, c'est ce que vous dites. Oui. Pourquoi est-ce qu'un jeune parti comme La République En Marche a réussi à faire une véritable vague aux législatives, et là, vous n'y êtes pas totalement parvenu? Bon, vous voyez bien que c'est les vous êtes un parti ancien. Vous voyez bien que c'est les institutions de la Ve République qui sont comme ça. Et quand on a une victoire à l'élection présidentielle, on découle une victoire aux élections législatives. Les municipales, même pour un parti qui a même pas 2 ans d'existence. Oui, mais les municipales, c'est un autre sujet. Les municipales, c'est un autre sujet. Et Marine, en effet, a souhaité mettre le paquet, si j'ose dire, sur l'implantation locale, parce que les municipales vont être déterminantes. Parce que ça sera ça le futur enjeu. Oui, c'est un enjeu majeur avec les élections européennes, mais d'abord les élections municipales, parce que notre mouvement politique en a besoin. Pourquoi? Parce que quand nous sommes aux manettes localement, les gens nous voient tels que nous sommes, loin de la caricature des médias parfois, loin de la caricature de nos adversaires. Ils voient notre capacité de travail, et d'ailleurs, on progresse partout dans les communes qu'on gère et autour. C'est donc la démonstration que le SCI et le Front National, c'est l'adopter. Consultation donc des 96 000 adhérents du parti. Quelles questions vous allez leur poser? Est-ce que vraiment ça va du nom du parti jusqu'à cette question de sortie de l'euro ou non? Il y aura quels autres thèmes vont être évoqués? Alors, il faut nous laisser le temps de préparer cette consultation, mais il y aura beaucoup de questions. C'est le processus jusqu'en mars prochain? Oui, jusqu'au congrès, qui aura lieu probablement en effet en début d'année, mais nous voulons les consulter, oui, sur notre organisation interne, sur même un certain nombre, d'idées de fond, parce que nous avons besoin de savoir ce qu'ils pensent précisément et quelles sont, dans le détail, les idées qu'ils souhaitent que nous portions. En attendant la réponse de cette consultation, est-ce que vous vous sentez suffisamment solide, suffisamment structuré pour incarner l'opposition à l'Assemblée nationale ou ailleurs aujourd'hui? Bien sûr, souvenez-vous, avec 2 députés, nous avions réussi à porter la voix de millions de nos compatriotes. Avec 8 députés, nous avons augmenté considérablement le nombre de nos députés et nous allons évidemment porter la voix des patriotes à l'Assemblée, tout en vous rappelant que nous faisons beaucoup plus d'électeurs que la France Insoumise, qui eux ont un nombre de députés supérieur au nôtre. C'est donc la démonstration qu'il faut changer tout dans ce domaine-là, qu'il faut la proportionnelle intégrale et qu'il faut respecter véritablement les aspirations des Français en rendant de la démocratie à la République. David Rachid, vous êtes sénateur, vous allez abandonner ce siège au profit de celui de maire de Fréjus. Probablement. C'est un choix qui a été difficile. Que va-t-il se passer pour les élections sénatoriales? Bien, écoutez, nous allons présenter des listes, évidemment, aux élections sénatoriales. Ça n'est pas une élection facile pour nous, puisque vous savez que ce sont les grands électeurs qui vont voter. Pour autant, nous avions eu de belles surprises la dernière fois, puisque nous avions décroché un siège dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, dans le Sud. Peut-être que cette fois-ci, nous en aurons ailleurs. Oui, bien sûr qu'on a des ambitions, parce que nous croyons capables de rassembler ces maires, ces élus sans étiquette, qui veulent une véritable opposition au Sénat. Et c'est important aussi d'avoir des élus qui se battent pour les collectivités territoriales au Sénat. La République En Marche qui est au tribunal aujourd'hui, les adhérents contestent les statuts, reprochent le manque de démocratie dans le parti d'Emmanuel Macron. Oui, manque de démocratie, brutalité dans l'action gouvernementale avec des décisions, l'humiliation du général Pierre de Villiers, des décisions extrêmement difficiles, non assumées d'ailleurs, comme la baisse de l'APL. C'est peut-être un château de cartes qui est en train progressivement de s'effondrer. Sur le dossier de l'euro, même si vous attendez la réponse des adhérents, là-dessus, vous avez pu vous expliquer, franchement, lors du séminaire ce week-end? Oui, bien sûr, on a parlé de tout, y compris, oui, bien sûr, de tous les sujets. Alors, on garde pour nous ce qui s'est dit à l'intérieur de ce séminaire, c'est le choix que nous avons fait. Mais vous avez vu, nous avons dit que nous étions, par priorité, attachés à notre souveraineté nationale, aux frontières migratoires, commerciales, pour protéger notre économie, pour protéger les Français de l'immigration massive. C'est ce que nous voulons faire dès notre arrivée aux responsabilités. Et nous laisser le temps, en effet, de poser la question monétaire un petit peu plus tard. Le séminaire avait lieu à huis clos, c'est plutôt la voix de Florian Philippot qu'on a pu entendre. Il a sauvé sa peau ce week-end? Mais Florian fait partie des dirigeants de notre mouvement politique, des dirigeants appréciés par nos adhérents comme d'autres. Il porte un certain nombre d'idées. Il a participé très activement à la campagne présidentielle et à la campagne législative et il a toute sa place, comme nous tous, au Front National.
David Rachine, vous restez avec nous, puisque vous savez, sur Sud Radio, les auditeurs prennent la parole. Prenez la parole sur Sud Radio. Et on écoute Eric de Paris. Bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Vous êtes auditeur bancaire et militant Front National, vous avez écouté David Rachline. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? David Rachline vous écoute d'ailleurs. Bah, écoutez, je retiens qu'en fin de compte, le Front se prépare pour l'avenir. Et ça me semble une bonne idée. D'autant plus vous l'accueillez bien, cette consultation des adhérents? Bah, écoutez, oui, je pense que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas été fait auparavant? Disons que ça arrive à point nommé, on va dire, après les élections présidentielles. Ça n'arrive pas un peu trop tard, finalement? Trop tard, peut-être. En tout cas, ça arrive je pense, au bon moment, finalement. Ne serait-ce que sur la question de l'euro, ça donnait un peu le sentiment d'improvisation entre les deux tours, quand même. Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, il faut faire avec les éléments qui nous arrivent. Hein. C'est sûr que l'euro, était une situation assez. Sur l'euro, il faut avoir une position nette. Je pense que maintenant, on va l'avoir. On l'avait auparavant, mais c'était une position un peu différente. Maintenant, il va falloir agir en fonction des nouvelles circonstances en place. Vous êtes militant donc de ce parti depuis combien de temps, Eric? Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous aspirez? Le changement de nom, vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une idée, c'est pas ma priorité, mais enfin, si ça peut aider, effectivement, c'est une bonne idée, oui. Eric de Paris, donc qui réagissait aux propos de David Rachine. Merci beaucoup David Rachine. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Eric à Paris, vous écoutez Sud Radio, 8h18. Dans l'actualité de ce lundi 24 juillet, une trentaine de massifs forestiers du Var des Bouches-du-Rhône interdits au public aujourd'hui en raison du risque d'incendie jugé comme exceptionnel en raison de la sécheresse, de la chaleur et des vents forts, situation qui va rester critique au moins jusqu'à mercredi. Ouverture de la conférence sur le sida, 6000 chercheurs sont réunis à Paris jusqu'à mercredi. Un appel est lancé à Donald Trump qui entend baisser la contribution des États-Unis pour la recherche. L'absence d'Emmanuel Macron est regrettée par les associations, mais quelques représentants seront toutefois reçus par le chef de l'État. La République en marche au tribunal. Des adhérents du parti contestent la validité des statuts et dénoncent le manque de démocratie. Le tribunal de grande instance de Créteil se prononcera à 13h30. Garde à vue prolongée pour 2 rugbymen du Stade français visés par une plainte pour violence après une altercation à Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, les 2 joueurs fidjiens seront confrontés aux 3 victimes aujourd'hui. La 4e victoire de Chris Froome au Tour de France. Le Français Romain Bardet sauve sa place sur le podium et termine 3e. Et puis la météo, un temps frais et perturbé avec des températures plus basses que les moyennes saisonnières sur une grande partie du pays, mais il fera chaud, il y aura du vent près de la Méditerranée. Des précisions avec Rémi André dans quelques minutes. Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André. Mais Rémi est déjà là pour nous faire explorer ensemble ce matin sur Sud Radio les cycles solaires qui maintenant on en sait un petit peu plus. C'était encore un mystère jusqu'à quelques jours, Rémi. Oui, effectivement, vous connaissez l'adage, le soleil brille pour tout le monde, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le soleil ne brille pas tout le temps avec la même intensité, et ces variations d'intensité, on s'est rendu compte qu'elles étaient en relation avec un phénomène particulier, le nombre de taches sombres sur la surface de notre planète. Et bien, depuis quelques jours, nous avons des scientifiques qui ont publié justement leurs résultats, et maintenant, on sait calculer le cycle magnétique du soleil. En fait, on sait calculer ce cycle magnétique sur du long terme. Alors dans ce cycle, on en est où ? Eh bien, les taches solaires ont été observées il y a déjà 2000 ans par les astronomes grecs et chinois qui avaient déjà compris que ces taches changeaient d'emplacement. Alors c'est ensuite en 1612 que Galilée, lui, a pu les observer grâce à sa fameuse lunette astronomique. Mais attention, il est absolument interdit de les observer directement avec vos jumelles. Il s'agit d'une observation indirecte car on projette l'image du soleil sur une feuille de papier et on peut observer ces taches qui ont permis de comprendre que le soleil tourne sur lui-même en 27 jours et que le cycle de minima et maxima de taches solaire est en moyenne de 11 ans. Donc maintenant on connaît un petit peu mieux le phénomène. Les conséquences pour nous sur Terre, c'est quoi ? Eh bien depuis ce temps-là, on a poursuivi l'observation et c'est qu'avec l'avènement de la radioastronomie en 1942, quand on a mis au point le radar, que l'on a compris que ce cycle solaire faisait varier les émissions radio et pouvait même les perturber. Mais on a également constaté... Même les émissions de Sud Radio, non quand même pas. Ça peut également, car toutes les émissions radio... non quand même. Non mais à peine, pour la bande FM c'est à peine. En revanche, quand
Sud Radio était en onde moyenne. Et sur l'appli aussi, j'espère. Perturbant. Mais on a également constaté depuis les années 70, on a publié qu'on a pu mesurer l'influence de ces fluctuations du soleil sur le climat, notamment dans les circulations à haute altitude, et même une petite corrélation avec le phénomène El Niño. Rémi, est-ce que cette découverte sur les cycles solaires, elle peut nous permettre maintenant de prévoir ce qu'on appelle les fameuses éruptions solaires? C'est important parce que parfois ça peut même perturber jusqu'au fonctionnement des satellites de télécommunications. C'est exactement ça. Et oui, c'est le sujet de la publication scientifique de la semaine dernière. Les scientifiques ont réussi à modéliser en fait l'écoulement du fluide solaire sur et dans le soleil. Vous savez, on fait un petit peu la même chose. Nous en avons parlé la semaine dernière sur la Terre pour prévoir les éruptions volcaniques. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Donc on peut prévoir donc le cycle magnétique du soleil et le cycle des éruptions solaires. Ainsi, on peut enfin calculer l'influence magnétique du soleil sur la Terre et sur toutes nos télécommunications, et notamment avec les satellites. Vous savez que c'est important quand on envoie un satellite, si on ne sait pas le diriger, ça se dirige par radio, donc c'est tout de même assez important. Voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui qui dépendent des satellites, notamment les télécommunications, les GPS et plein d'autres applications. Rémi, vous nous parliez de l'influence sur le climat, c'est important. Est-ce que ces fameux cycles solaires, ça peut jouer sur la météo au jour le jour? Ou est-ce que finalement ça n'a pas trop d'incidence? Alors, pas trop d'incidence au jour le jour, mais il est vrai qu'on va pouvoir améliorer les prévisions des phénomènes de grande échelle, en fait, les périodes de réchauffement et de refroidissement, également les périodes d'El Niño, les périodes à haute altitude, en fait, de reconstitution de l'ozone. Donc, vous voyez, c'est plutôt des phénomènes à grande échelle plutôt que des phénomènes au jour le jour. Mais cette nouvelle capacité va intéresser plus particulièrement les industriels et opérateurs de satellites, car eux vont pouvoir mieux prévoir les futures éruptions solaires. Et on pourra ainsi dire si le prochain cycle magnétique du Soleil sera d'ici 10 ou 20 ans, sera plus intense, long ou court, ce qui va permettre de savoir entre autres quel type de satellite peut être mis sur orbite, par exemple un satellite météo, et les fenêtres de tir les plus favorables. Ce sera également favorable pour les satellites français que l'on envoie pour le fameux GPS européen. Vous voyez, ça peut changer dans notre quotidien. Ah oui, quand même. À très très long terme, Rémi, il n'y a pas d'inquiétude, le Soleil va encore briller un certain nombre de millions d'années. Même de milliards d'années, on en a encore plus de 4 milliards d'années. Donc vous êtes tranquille par rapport à ça. Pour tous ceux qui ont des panneaux solaires, c'est bon, ça va fonctionner un certain nombre d'années. Enfin, les panneaux peut-être pas, mais le Soleil, oui. Le Soleil continuera de tourner tous les 27 jours pendant 4 milliards d'années. On sera peut-être encore là, ou peut-être qu'on sera revenu d'ici là. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le mystère de ces cycles solaires. Grâce à vous, Rémi André, on vous retrouve dans quelques instants pour la météo du jour. Pas terrible, mais bon.